The African Risk Capacity, ARC, is a specialised agency of the African Union. It was established with the goal of providing member states with the financial tools and infrastructure to improve their capacities to better plan, prepare, and respond to extreme weather events and natural disasters by providing targeted responses in a timely, cost-effective, objective, and transparent manner. Our vision is to be the development partner of preference and of reference for innovative Pan-African disaster risk management solutions for climate resilience in Africa. ARC aims to provide cost-effective contingency funding to protect livelihoods and development gains and uses modern finance mechanisms such as risk pooling and risk transfer to create Pan-African climate response systems. Smart premium financing support and funding are critical in building a regional culture of parametric insurance and anticipatory disaster risk management. Since 2014, 62 policies have been signed by member states for cumulative insurance coverage of $720 million for the protection of 72 million vulnerable populations in participating countries. ARC has proved to be highly relevant to building Africa climate resilience. It supports the most vulnerable and is often women and children who suffer disproportionately from disasters, be it health or climate-related ones. Women are indeed critical in risk mitigation and adaptation. Mainstreaming gender in disaster risk management policies and actions is therefore critical in strengthening the resilience of these vulnerable groups. As part of its principles of engagement, at ARC, we adopt a differentiated approach to issues of gender equality and women empowerment. The commitment to closing the gender gap is central to achieving aspiration of both the SDGs in 2030 and the African Union's agenda in 2063. We are supporting the AU member states in delivering continental priorities and development agenda of building climate resilience and reducing vulnerability. Our African solution contributes directly to the aspirations outlined in the 2063 agenda. Our organisation has also at its heart the achievement of the UN Sustainable Development Goals, supported by our own comprehensive inclusive growth strategy. Not only that, we are helping our member states to mitigate and adapt not only to climate change risks, but now to pandemics and health outbreaks. Through our innovative solutions, we are making an impact where it matters most, and our job is to be on the front line of any disaster outbreak, supporting the most vulnerable and acting in a timely fashion in the eye of the storm. ARC, through ARC Agency and ARC Limited, brings a solution-oriented approach in assisting our members with the innovative tools, capacity building, and financial resources they need for anticipatory responses to natural disaster risks. Our model is built on strengthening partnerships and providing the support to our partners to effectively respond to the unpredictable nature of climate change and other disaster outbreaks. Smart partnerships for holistic climate action will strengthen Africa's climate action and sustainable livelihoods towards protecting lives and livelihoods of vulnerable communities. African Risk Capacity, transforming disaster risk management and financing in Africa. Good afternoon, everyone. Bon après-midi, tout le monde, et bonjour si vous êtes à l'est des États-Unis et vous êtes les bienvenus à cette deuxième série de conférences. Je m'appelle Omar Beniader et je travaille avec la mutuelle panafricaine de gestion des risques pour cette conférence. Nous allons souligner la planification et les investissements pouvant réduire les épisodes météorologiques extrêmes pour gérer et prévenir les risques des catastrophes climatiques. Aujourd'hui, le thème de la deuxième conférence sera plus élargi concernant la
prochaine COP 27 prévue en novembre prochain. Il y aura un nombre de conférenciers, à savoir Son Excellence Madame Josepha Correa Sacco, commissaire concernée par l'agriculture, le développement rural. Elle est responsable du changement climatique, entre autres responsabilités dans son mandat. Et il y aura ensuite une conversation présidée par l'hôte de cette conférence, M. Ibrahim Acher Diong, assistant secrétaire général des Nations Unies, directeur général de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques, surtout en ce qui concerne les communautés les plus vulnérables et rurales. Nous avons le privilège d'avoir deux conférenciers principaux. Le premier, à savoir Dr Mahmoud Mohiuddin, qui fut le ministre d'investissement de l'Égypte et aujourd'hui, il est nommé le champion de niveau pour l'action climatique pour financer l'agenda de 2063. Nous avons également avec nous aujourd'hui Dr Kevin Kariuki, vice-président pour l'électricité, l'énergie, le climat auprès de la Banque africaine de développement. Il détient le portefeuille le plus important au sein de la banque. Il est le vice-président pour l'électricité, l'énergie et le climat. Et il n'y a pas d'industrialisation possible sans l'énergie. Et le changement climatique en Afrique connaît un nombre d'urgences, urgences sécuritaires, migration, questions rurales, perte de récoltes et de produits agricoles, et ainsi de suite. Les conférenciers vont mettre et présenter leur expérience de terrain en matière de négociation internationale. Les solutions sont bien compliquées, multilatérales, multiculturelles et mondiales. Nos invités sont également des financiers avec beaucoup d'expérience et je m'attends à mieux comprendre en ce qui concerne les priorités africaines pour transformer les projets environnementaux en des projets verts. Avec la COP27 qui s'approche, quelle est la stratégie de l'Afrique et à quoi on peut s'attendre? Le changement climatique, c'est une chose que nous comprenons tous, mais c'est une chose bien compliquée et s'en occuper n'est pas bien direct. C'est une chose que M. Ibrahima Cherdiong voulait que ce soit une conversation et engager toute la communauté. Et donc, il y aura au moins 20 minutes pour répondre à vos questions. Vous êtes priés de bien vouloir poster et afficher vos questions sur le chat. Vous allez certainement connaître plus si vous consultez la page de ARC et de la Banque africaine de développement. Et nous remercions le groupe de réflexion égyptien ACES, non seulement en matière de changement climatique, mais également en matière des affaires en Égypte et en Afrique. J'aimerais vous présenter le directeur général, Monsieur Ibrahim Acher Diong, du groupe ARC. À vous la parole. Omar, merci beaucoup, comme toujours, de cette présentation excellente, non seulement de nos conférenciers, mais également de tous les participants et d'avoir bien préparer les terrains pour cette réunion bien importante. Nous apprécions le temps que vous avez accordé pour vous engager avec nous.
Je souhaite également la bienvenue à euh, euh, voilà, il s'agit d'une réunion bien importante qui nous permet de nous engager avec tout le monde en ce qui concerne la résilience africaine à l'égard des catastrophes. Nous pensons que les partenariats sont bien importants et c'est ainsi que l'Union africaine, d'ailleurs, nous avons tout le plaisir d'avoir la Commission de l'Union africaine ainsi que la Banque africaine de développement qui joue un rôle centrale pour mobiliser les ressources nécessaires et appuyer les besoins et répondre aux besoins du continent. Et ainsi, nous avons Dr. Kariuki avec nous. Et comme Omar a dit également, il y a le centre des études avec Dr. Abla et qui s'intéresse beaucoup à mettre ensemble tous les groupes de réflexion et elle a également été très énergétique pour stimuler cette coopération. Et finalement, le magazine de business est avec nous pour bien faire passer notre voix. Voilà, je vais donc parler de la part de tous nos partenaires et de ma part personnelle pour vous dire que j'ai tout l'honneur de mener cette conférence aujourd'hui qui fait appel au renforcement et à l'union des efforts à travers le continent. Je suis sûre que nous devons convenir des enjeux dont le changement climatique étant le plus important à la fois en Afrique que dans tout le monde. Et donc, ces catastrophes doivent être bien prises en compte pour ne pas continuer à, à la perte de vie dans le continent. Il y a la COP 27 qui aura lieu dans 4 mois et il faut confirmer que la voix africaine doit être une voix unifiée. C'est ainsi que les conférenciers aujourd'hui avec nous sont les meilleurs conférenciers à prendre la parole de la part du continent. Il faut s'assurer que les besoins africains, les soucis et les préoccupations africaines sont bien gérés pour ne pas se trouver à la COP 27 alors que notre voix n'est pas bien entendue et, à travers nos champions et l'institution ARC. Nous allons certainement atteindre nos résultats. Et donc, nous sommes passés de Paris à Glasgow et j'ai suivi plusieurs conversations, mais il faut dire que l'engagement qu'il faut faire, c'est que cette conférence des partis doit faire des engagements non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Ainsi, j'aimerais demander à nos experts aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire pour s'attendre à d'autres résultats et à des résultats différents de cette COP, alors que nous mettons en scène cette réunion, nous allons maintenant suivre une intervention de la part de Son Excellence, Madame l'ambassadrice Josefa Leonel Correa Sacco,
certainement, la voie africaine va nous mener à la COP 27 et après cette intervention, et il y aura une conversation avec deux orateurs, mais sans trop parler. J'aimerais partager avec vous le message transmis de la part de l'ambassadrice, Madame Sacco. Excellencies, ladies and gentlemen, all protocol duly observed. I bring you greetings from the African Union, and I am honored to be a part of this lecture series on Africa's route to COP27 Je sais que je parle de la part de beaucoup de personnes et il faut dire que je suis intéressée de voir que c'est la troisième fois où cet événement est abrité en Afrique alors que nous passons en Égypte en novembre 2022. Les forums comme celui-ci nous donnent une assurance pour nous aligner à l'objet de toutes nos pensées, pour souligner l'importance du réchauffement climatique et son impact sur l'Afrique. Et le plus important, c'est qu'il s'agit là d'une plateforme qui nous permet de délibérer de nos préoccupations en préparation à la COP27. Un grand merci au groupe ARC d'avoir organisé cette séance. L'Afrique est à la première ligne en ce qui concerne l'urgence climatique. Le sixième rapport d'évaluation préparé par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat nous parle d'une réalité pour l'Afrique qui fait d'ailleurs ou qui esquisse une piste que la plupart de nos institutions n'arrivent pas à endosser. La COP27 sera une plateforme considérable et importante pour nous tous. Il faut faire en sorte que ça soit mis et prise en compte. Pour assurer un environnement durable, nos intérêts sont bien alignés au mandat de ARC. Je sais que nous avons un intérêt commun à voir comment COP27 va accélérer et renforcer notre action. Le mandat de ARC a renforcé les capacités, les compétences des États membres de l'Union africaine pour faire face aux menaces climatiques et catastrophiques, complémente nos efforts pour, en fin de compte, améliorer la sécurité alimentaire dans le continent. La COP27 est une opportunité excellente pour parler en une seule voix unifiée et partager la responsabilité mondiale. Il est bien connu que bien que l'Afrique contribue la moindre parmi tous les pays au réchauffement global, nous sommes les plus impactés pour un nombre de raisons. Tout d'abord, notre capacité à s'adapter à ces menaces est sévèrement impactée par les ressources limitées et notre économie dépend de l'agriculture pluviale et ainsi nous sommes à la merci du temps. Entre aujourd'hui et novembre, jusqu'à la COP27, nous avons la tâche de faire le plaidoyer pour la position africaine parmi toutes les parties prenantes.
la position africaine doit être claire à notre arrivée en Égypte pour coordonner tous les efforts en cours. Ce sommet doit produire la valeur et non seulement les propos. Il faut être capable de nous connecter avec les résultats des séances précédentes, ce qui nécessite bien comprendre notre histoire et être capable de formuler notre position. La COP 27 va présenter des opportunités pour l'Afrique et renforcer les relations qui doivent faciliter les efforts pour atténuer l'effort de résilience et d'adaptation. Ceci nécessite beaucoup d'efforts. Nous sommes heureux de voir que l'Égypte abrite cette COP et nous nous attendons à avoir une action tangible pour mettre en œuvre l'accord de Paris parce que c'était en COP 15 et voilà que nous sommes à la COP 27 et nous ne l'avons pas encore mise en œuvre. Il faut donc profiter des avantages de cette COP pour commencer à la mise en œuvre et améliorer la situation météorologique en Afrique qui n'est pas très bonne. Après la COP 27, il faut garder garder le même effort et le même élan en gérant les obligations de l'Afrique et s'assurer que, à travers la politique et la mise en œuvre, nous sommes alignés avec cette initiative mondiale et nous pouvons servir d'exemple de ce que nous réclamons. L'importance des partenariats ne peut pas être mieux soulignée. Il faut avoir une vision commune, œuvrer ensemble et apprendre les uns des autres. Nous pouvons faire le chemin et la voie vers la COP 27 et après la COP 27, un chemin bien fort et significatif. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, de cette action bien forte. Nous remercions également l'Union africaine de leur leadership. Je vais maintenant passer à la conversation avec les deux docteurs. Messieurs, bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi, Ibrahima. Je n'avais pas activé le micro, dit Dr Mahmoud. Donc, je vais commencer par vous, Dr Mahmoud. Je vais que dans les quelques derniers mois, j'ai remarqué votre interaction avec les parties prenantes pour préparer la voie vers la COP 27. Est-ce que vous pouvez partager avec nous les défis climatiques de l'Afrique et qu'est-ce que vous pouvez dire pour pouvoir confronter ces enjeux en matière de changement climatique? Merci beaucoup. J'ai bien suivi vos remarques inaugurales et l'intervention faite par Madame la commissaire. J'aimerais très rapidement partager avec vous, peut-être à partir des 4 points principaux du programme. Je représente les acteurs non étatiques comme coordinateur et sous la désignation du champion de haut niveau pour la COP 27 en ce qui concerne le financement, les dégâts et les pertes. Dans les 4 domaines, il y a des questions majeures de préoccupation lorsqu'il s'agit de l'Afrique. Comme Madame la commissaire a bien souligné, et si l'on parle de la responsabilité du continent africain, nous allons voir peut-être 3%
pour tout le continent en matière d'émissions nocives, nocives hein, et, et, et si l'on parle des États-Unis et de la Chine, il faut multiplier ce chiffre par 10. Donc, la responsabilité du continent en matière de ces émissions est mineure. Mais lorsqu'on parle de l'impact, nous allons voir que la plupart des pays africains souffrent dans tous les domaines qui nécessitent une attention, que ce soit au niveau de l'adaptation ou au niveau des dégâts et des pertes, les investissements nécessaires pour l'infrastructure, les dégâts que connaît l'agriculture, hein, la vulnérabilité du secteur de l'énergie dépend de la production de l'électricité, donc en matière d'exposition et comment le continent est menacé et impacté. Lorsqu'on parle de l'atténuation, il y a plusieurs opportunités. Nous allons voir que beaucoup de pays africains figurent sur l'atlas de l'énergie éolienne et je m'adresse à vous aujourd'hui à partir de l'Égypte. L'un des 4 premiers pays dans ce domaine, les fermes éoliennes ou les fermes de l'énergie éolienne. Et je suis heureux de voir que 6 pays africains sont engagés à la mise en place des principes de l'économie verte. Donc, en matière d'accès à l'énergie, il y a beaucoup d'efforts à faire. Il y a 800 millions de personnes dans le monde entier qui souffrent de manque d'accès à la nourriture. Et en matière de perte, il faut accorder une attention importante à ce volet. Et enfin, il y a cette question de financement, les 100 milliards qui ne sont pas livrés et le cumul de dettes, encourager les institutions financières à faire plus pour pouvoir gérer les enjeux climatiques, les opportunités et l'enjeu sur les marchés. Voilà, ce sont des questions qui concernent les mécanismes possibles. Voilà. Absolument, merci, Dr. Mahmoud. Nous allons certainement parler de nouveau des engagements et du financement pour réfléchir de certaines solutions. Dr. Kariuki, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Dr. Mahmoud vient de dire en ce qui concerne l'impact que connaît l'Afrique en matière de changement climatique? Je me tourne vers vous. Je vous pose la même question. Vous êtes au courant de beaucoup d'histoires africaines. Qu'est-ce qu'on peut faire et quels sont les enjeux qu'il faut gérer en matière de changement climatique en Afrique? Merci beaucoup. Je pense que je vais répondre à cette question ayant entendu ce que vous avez dit. Je vais parler de la raison pour laquelle l'Afrique doit prioriser le changement climatique. Il y a un nombre de raisons. Tout d'abord, en matière d'adaptation, le rapport sur l'adaptation nous montre qu'il y a le risque le plus élevé dans un nombre de pays africains.
Et comme Dr Mahmoud a bien dit, le continent africain est le continent le plus vulnérable en matière de changement climatique. Donc, nous savons qu'à partir de l'indice de vulnérabilité climatique, qu'un pays sur 10, à savoir le Tchad, la République centrafricaine, la Guinée-Bissau, la République démocratique du Congo, le Libéria, le Soudan et toute l'Afrique subsaharienne. Et donc, voilà, l'Afrique perd 7 milliards de dollars en raison du changement climatique par an. Et ce chiffre doit atteindre 50 milliards de dollars par an. Nous savons également que le Tchad est le plus impacté et il est prévu que le changement climatique va mener à une réduction des produits qui dépendent de l'agriculture pluviale entre 8 et 22% d'ici 2030. Et il y a des milliards de personnes qui dorment tous les jours en faim. Et la situation est alarmante en Zimbabwe, par exemple. C'est une réalité. 50% de nos enfants connaissent la mort soudaine. Et il y a également la destruction de 1 million d'hectares de terres agricoles par an, ce qui cause des dégâts, y compris des dégâts de l'infrastructure. Et pour ces raisons, il faut dire que l'Afrique a adopté une stratégie cadre très ambitieuse pour faire face au changement climatique, pour améliorer ces niveaux de financement climatique, pour passer à 41% en 2021. Et je suis fière de dire que la banque essaye d'atteindre ces niveaux élevés et il faut souligner que l'adaptation et le développement de résilience sont des principes bien importants pour l'Afrique. Merci beaucoup. Vous l'avez très bien formulé. Tout ce que vous avez souligné font appel à l'importance du financement climatique et à la transition et toutes ces initiatives excellentes de la banque. Nous avions l'accord de Paris, la COP 26 à Glasgow il faut donc s'assurer que notre voix est unifiée et bien entendu. Je retourne à Dr Mahmoud. Si je retourne à la COP 26, quels étaient les messages que vous avez emportés de cette conférence pour vous assurer que les préoccupations africaines sont bien entendues, surtout en ce qui concerne le volet financier. Et donc, avant de nous pencher sur la COP 27, qu'en est-il de la COP 26? Votre micro est désactivé, Dr Mahmoud. Je pense que les négociateurs ont fait de leur mieux pour défendre les positions individuelles des pays selon et dans le cadre de leur engagement d'après la COP 26 et les stratégies climatiques et
les engagements des pays. Mais ce qui nécessite une attention, c'est les promesses pour les projets en Afrique. Pour investir dans l'énergie renouvelable, gérer les implications de cette transition. Et donc, tous ces éléments sont excellents, mais la seule chose, c'est qu'il s'agit d'un problème de mise en œuvre. Ça fait 6 mois passés depuis Glasgow et cette annonce faite pour ces investissements, ce qui fait que nous sommes douteux en matière de ces investissements. Je ne suis pas en train de critiquer n'importe qui. Je souhaite le mieux à tous nos frères et sœurs en Afrique et je suis sûre qu'ils font de leur mieux pour préparer le terrain pour ce projet. Mais j'aimerais tout simplement dire qu'il y a beaucoup de différents. Et je sais que dans le temps, on a dit que 79% de ce chiffre était déjà présenté. Et il y a beaucoup de problèmes en matière de double comptabilité. Je sais que nos collègues à la Banque africaine de développement essayent de faire les efforts nécessaires pour évaluer les livrables et l'impact des 100 millions ou la partie qui concerne l'Afrique. Mais même si les 100 millions sont vraiment là, ça ne représente que 5% du financement nécessaire pour gérer l'action climatique, ce qui nous mène à discuter de ce dont on attend de la COP 27. Il faut dire que la COP 27 nous a aidés à récupérer l'élan et on a même négocié le financement et également la technologie parce qu'on a besoin certainement de la technologie dans ce domaine. Dr. Mahmoud, j'aimerais vous pousser un peu plus loin. Je sais que sur les 100 millions, je sais que le monde entier vous suit. Et est-ce que vous pensez que maintenant, nous avons pour la COP 27 une meilleure probabilité de toucher ces 100 millions? Vous posez la question à moi? Non, à vous, Dr. Mahmoud. Je vais vous encourager un peu plus pour partager avec nous ce que vous savez de cette somme. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste ou bien vous pensez qu'il s'agit simplement de propos? Je pense qu'il y aura certainement une mise à jour. Il y a des spéculations que le chiffre s'élève un peu de l'année dernière, mais l'argument que je présente, c'est que même si cette somme est présentée en entier, c'est encore moins de 5% du financement nécessaire. Il s'agit de la méthodologie à suivre. Et donc, la COP 26 avec la COP 27 va nécessiter la production d'un papier de politique sur le développement et le financement, y compris une évaluation et de ce qui s'est produit jusque-là. Et ça sera partagé une semaine avant la réunion à Sharm el-Sheikh. Je sais que les 100 millions n'est pas tout ce dont on a besoin, mais au moins c'est un point de départ.
Je retourne maintenant, je passe maintenant à Dr. Kadiouki. Je sais que la banque est bien engagée à mobiliser des ressources supplémentaires pour assurer l'adaptation et la banque est bien engagée dans les efforts d'adaptation. Et donc, j'aimerais savoir ce que la banque a fait en matière d'adaptation et votre rôle à cet égard. Merci beaucoup. Je pense que, comme j'ai bien souligné, la banque s'intéresse à comprendre les besoins de l'Afrique en matière d'adaptation. Et là, j'aimerais me référer aux réunions qui ont mené à la COP 26 et après, où nous avons établi ce qu'on appelle le programme d'adaptation de l'Afrique. Et dans le cadre de ce programme, il s'agissait de doubler le financement climatique dans le continent dans les meilleurs délais possibles. Et nous apprécions que, à moins que nous réussissons à fournir le financement nécessaire, et comme l'Afrique est le continent le moins adaptif à ces enjeux, et à moins qu'on se munisse de tous du financement nécessaire, l'Afrique va continuer à souffrir des différentes catastrophes successives. Nous essayons donc de nous occuper, de mettre en place une infrastructure résiliente et nous nous intéressons à l'agriculture intelligente et nous essayons également de faciliter ce qu'on appelle une base de données ou un système de base de données d'anticipation pour anticiper et prévoir ces événements extrêmes. Et vous savez, Ibrahima, que nous essayons d'atténuer certains des impacts qui résultent du changement climatique. Donc voilà, c'est un nombre de choses que nous essayons de faire et nous continuons à le faire. Et nous avons également une ambition renforcée avec la COP 27 qui s'approche, pour laquelle nous préparons une politique d'adaptation qui vise à tripler l'accès au financement en Afrique. L'Afrique représente que 3% ou n'a accès à 3% du financement climatique dans le monde. Nous essayons de l'augmenter à 10% à la lumière de cette stratégie du changement climatique. Voilà de l'un. De deux, en tenant compte des défis que nous connaissons dans la mobilisation du financement climatique, nous essayons de créer ce qu'on appelle la DF16 pour créer un guichet de l'action climatique au cours de 3 ans pour nous occuper des questions de changement climatique dans le continent. Et cette composante représente en 36% de cette approche de l'adaptation. Donc, pour rebondir sur la question de transition, nous reconnaissons que l'Afrique du Sud, comme Dr. Mohidine a bien dit, est une région qui occupe une place très importante pour l'Afrique dans le sens où elle a été reconnue par
Je n'entends plus l'orateur. Il me semble que nous avons perdu Dr. Kariuki. Allez-y, allez-y, monsieur. Et donc, l'Afrique du Sud peut d'ailleurs collaborer avec ce projet. Nous allons également, nous cherchons également à profiter des rapports que l'Afrique du Sud a avec le monde entier. Je pense que voilà, c'est de quoi il s'agit en matière de projets. Bon, et il s'agit là d'une conversation fascinante d'ailleurs. En ce qui concerne la COP 27, je vous encourage tous à contribuer avec vos questions sur le chat et nous allons y répondre. Maintenant que nous avons parlé de la situation en Afrique et de la COP 26, passons maintenant à la COP 27. On me rappelle tous les jours qu'il ne reste que 4 mois. Et donc, ma question que j'adresse à Dr. Mahmoud, il y a 3 choses que j'aimerais adresser ici. Tout d'abord, la voix africaine. La voix africaine qui doit être bien entendue et qui doit passer à la COP 27. Peut-être qu'il y a une multitude de voix africaines, mais il faut la gérer. Et est-ce qu'on parle des mêmes priorités de celles de la COP 26? Et enfin, quelles sont les opportunités offertes au continent? Peut-être il faut bien s'organiser pour mieux s'occuper de ces opportunités. Je suis ravie de vous signaler que notre réunion aujourd'hui a lieu entre 2 réunions majeures. Au début du mois d'août, il y avait une discussion qui s'est déroulée sur 3 jours avec les champions climatiques de l'Union africaine. C'était une initiative sans précédent pour mener cette action et nous comptons nous rendre en Asie et ensuite en Europe. Et donc, cette perspective a été soulignée au cours de 3 jours. Les négociateurs ont participé dans la plupart des séances et à travers 6 séances, d'ailleurs, on a discuté de l'eau, l'énergie, la numérisation, la technologie, les marchés de carbone, l'économie bleue. Et voilà, il s'agissait de 6 séances et les priorités africaines ont été bien soulignées. Et je dois me rendre en Afrique aussi en Zambie et je vois sur le programme et l'ordre du jour de la réunion les mêmes volets. Et il ne s'agit pas simplement d'en discuter, mais également de produire les solutions nécessaires. On passe 20% du temps à souligner le problème, mais on passe le même temps ou plus à discuter des solutions. Donc, il s'agit là d'un aspect très important en ce qui concerne le projet. On a parlé du potentiel et des projets africains qui suggère de bonnes attentes. On a souligné 140 projets africains dans cette réunion dont je vous parle et je travaille avec 3 banques d'investissement en association avec l'Union africaine, la Banque africaine de développement, l'ARC, la Mutuelle panafricaine de gestion des risques en matière d'atténuation. Je parle d'atténuation parce que l'adaptation est toujours un défi. Et donc, il faut dire que le secteur public, que ce soit
locales ou à travers des agences. Et donc, très brièvement, il faut s'attendre à une approche holistique pour s'occuper de cette question. Parce que lorsqu'on parle de climat, il faut s'assurer que toutes les solutions ne doivent pas nous mener vers la pauvreté, l'inégalité ou la perte d'emploi. Et où se trouvent les solutions? Il s'agit de l'action climatique et de l'action concernée par les ODD. Donc, deuxièmement, il faut s'occuper en premier lieu de la mise en œuvre, je répète, de la mise en œuvre. Hein. J'ai des amis et des frères hein, à l'entreprise africaine de financement pour améliorer la valeur ajoutée. Enfin, il y a le financement. Il faut se focaliser plus sur l'investissement et sur le mécanisme de réduction. Il est injuste pour un continent où qui est plus impacté par le changement climatique et demander à ce même continent d'aller emprunter l'argent pour gérer les dégâts et les impacts des autres pays. Et donc, on a besoin aussi de faire appel à l'innovation à travers des entreprises d'investissement et le mettre en priorité. Voilà, c'est un ordre de jour, un plan bien ambitieux. Et il faut donc réfléchir non seulement des problèmes, mais réfléchir également des solutions. Je suis sûre qu'avec votre leadership, ces points seront bien relevés à la COP 27. Et Dr Kariuki, je passe à vous. Je sais qu'à la banque, vous êtes aussi très préoccupé et occupé d'ailleurs en travaillant avec vos partenaires pour s'assurer que les voies africaines sont bien entendues. Quelles sont les opportunités et les priorités auxquelles vous vous attendez de la COP 27? Merci, Ibrahim. Je sais que tous les leaders qui doivent avoir la dynamique nécessaire issue de la COP 27. Cette COP 27 en Égypte représente une opportunité importante pour toute l'Afrique pour accélérer la mise en œuvre de l'action climatique en assurant l'accès au financement. Et voilà, c'est ce que Mahmoud a bien souligné. Il faut traduire les engagements en action en ce qui concerne la mobilisation et le transfert de la technologie. À la banque, nous œuvrons à assurer la participation pour que la COP 27 à Sharm el-Sheikh soit un moment à ne pas oublier. La COP 27 représente une opportunité excellente pour renforcer le message que l'Afrique a besoin d'une action urgente pour renforcer la résilience face au changement climatique. On a besoin de la technologie pour la production de l'énergie et s'occuper des dégâts et certes, la COP27 est une opportunité excellente pour l'Égypte et la Banque pour démontrer de notre action climatique, y compris l'adaptation et la gestion des pertes et des dégâts. Et pour être plus spécifique, on s'attend à ce que la COP 27 mette des priorités tangibles et des engagements sans lesquels
les pays, les efforts des pays africains seront en vain. Et ainsi, dans cet esprit d'objets communs et d'accords communs, l'Afrique s'attend à ce que les engagements en ce qui concerne les 100 milliards de dollars contribuent aux besoins d'adaptation d'ici 2025. La Banque africaine de développement, avec d'autres institutions africaines, doivent abriter le pavillon africain pour présenter l'action climatique en Afrique et échanger les points de vue avec les pays africains pour accélérer l'action climatique dans le continent. J'espère qu'on peut avoir les messages que vous avez enregistrés en vidéo qui sont bien formulés et qui formulent très bien les besoins africains. Je suis sûre que la COP27 va certainement ébranler la réunion à Sharm el-Sheikh. Nous allons maintenant conclure avec un nombre de questions. La vie ne va pas s'arrêter avec la COP27, elle va continuer au-delà de la COP27. Et donc, la question à travers ce que nous avons appris de nos experts et avec la dynamique que nous cherchons. Dr Mahmoud, qu'est-ce qu'on cherche à voir après la COP27 pour que l'Afrique soit concertée et formule bien ses priorités? Merci. Je pense que c'est bien le cas des champions et de la présidence des conférences des partis. Ça nécessite de rester pendant quelque temps après le sommet pour s'assurer que les promesses sont bien communiquées pour leur mise en œuvre. Je m'attends à de la COP27 et comme la COP26 a fait et a passé la COP27 à un pays africain, j'espère que la COP27 puisse passer la relève de la COP28 à un pays arabe, non seulement à travers les commissions régionales, mais à travers le mandat de toutes les banques et les institutions régionales et globales et avoir un meilleur alignement entre les ODD et l'action climatique parce que nous connaissons des difficultés considérables en matière d'alimentation, d'énergie, de santé. Et donc, il faut s'attendre non seulement à s'occuper des problèmes climatiques, mais également de gérer des problèmes de caractère permanent et mondial. Et donc, la beauté de la conception de la COP27, c'est le genre d'engagement où il y a des étapes pratiques qui apportent des solutions à travers les promesses et les livrables qui doivent être mis en œuvre. Dr Kaiouki, après la COP27, je sais que la Banque a un nombre d'initiatives pour garder la dynamique après la conférence. Je pense que nous entendons bien qu'il faut se soucier du besoin des ressources dont on a besoin. Et comme Dr Mahmoud a bien souligné, il faut dire que nous investissons dans le développement des connaissances
Et il faut dire que pour la première fois, le rapport de 2022 souligne tous les besoins de l'Afrique en matière d'adaptation et de renforcement de résilience et a montré que le continent a besoin de 120 milliards de dollars par an d'ici à 2030. Il faut donc faire des efforts consciencieux et souligner l'importance des objectifs post-2025 en matière de développement, doubler le financement d'adaptation d'ici 2025. Et donc, je pense que la chose la plus importante, c'est que la banque doit s'assurer que nous œuvrons de manière étroite avec tout le monde pour qu'il y ait un appel cohérent pour améliorer cette transformation en Afrique. Si l'on parle de l'autre moitié de la formule, et comme Dr Mahmoud a bien souligné, l'Afrique ne représente que 3% des réductions des gaz à effet de serre. Cependant, nous sommes conscients du fait que 600 milliards de personnes en Afrique n'ont pas accès à... Je sais que Dr Mahmoud a dit 77%, mais moi je dis qu'ils sont 80% de la population mondiale et ont besoin de solutions. Et nous avons une grande croissance de population et donc, à mon avis, l'Afrique a besoin de faire un grand changement. Ainsi, ce dont on a besoin, en effet, c'est d'instituer une période de transition, une perspective de transition qui soit fondée sur de grandes ressources d'énergie renouvelable. Dr Mahmoud a parlé de l'énergie solaire. L'Afrique possède plus de 40% du potentiel de l'énergie solaire dans le monde. L'Afrique et donc, à la Banque africaine de développement, nous nous engageons entièrement à cette perspective et à cet effort et notre portefeuille d'investissement est en croissance avec plus de 85% en matière d'énergie renouvelable. Et il y a de grands projets en ce qui concerne les fermes éoliennes et solaires en Afrique. Je pense, à mon avis, qu'il s'agit là d'un nexus ou d'une relation entre le changement climatique et la transition vers l'énergie propre d'autre part. L'Afrique est capable de s'occuper de la pauvreté en énergie si on explore et on tire profit de ces ressources. Avec ce souhait, et donc, nous espérons que les décideurs politiques adoptent ces opportunités. Il faut donc savoir ce qu'il faut faire de différent. Je sais qu'il y a une vingtaine de questions et je vais maintenant passer la relève à Omar
pour s'occuper de certaines questions pour enfin conclure. Merci, Ibrahima. Je vais donc de répartir les questions par sujet. Il y a la question de financement qui se répète. Donc, j'ai reçu 3 questions en matière de financement. Peut-être que vous les 3 peuvent y répondre. La première question est la suivante. Pourquoi l'engagement annuel de cette somme de 100 milliards de dollars, alors que les États-Unis a présenté des milliards de dollars pour répondre à la crise de la pandémie de COVID-19, alors que les 100 millions de dollars ne représentent qu'un petit pourcentage de cette somme. On a vu avec la COP 15 l'initiative de l'énergie renouvelable. Qu'est-ce qu'on peut faire donc, pour assurer le suivi de telles initiatives? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ou de mieux pour s'assurer que ces initiatives continuent? Donc, comment est-ce qu'on peut assurer un meilleur suivi des initiatives issues des COP? Donc, je commence par Dr. Mahmoud, ensuite Dr. Kariuki et Ibrahim. J'aimerais, je voulais partager une information qui peut d'ailleurs répondre à ces questions concernant le financement, qui peut être révolutionnaire d'ailleurs, si on arrive à le faire, à savoir d'avoir un budget de l'État qui soit durable en matière des ODD. Tout d'abord, les budgets nationaux ou sous-nationaux ne sont pas alignés avec le budget des ODD. Si l'on parle de notre intérêt au climat et à la planète, ce qui ne va pas de pair avec le budget. Il faut avoir 3 étapes. Tout d'abord, avoir un budget parallèle. Deuxièmement, un budget aligné aux EDD. Et troisièmement, avoir un budget qui soit focalisé sur le climat climatique, ce qui est pour pouvoir s'en passer des financements extérieurs. Et on peut certainement envoyer des alertes ou des signaux au monde extérieur pour faire appel au budget climatique. Et très brièvement, pourquoi les 100 milliards ne sont pas livrés? Et c'est pour la même raison que les 0,27% des PNI ne sont pas mis en œuvre. On fait l'engagement pour impressionner les médias. D'ailleurs, c'est une approche opportuniste pour faire semblant qu'on aide les pauvres. Mais est-ce que vraiment nous allons payer ces 100 milliards et même s'il s'agissait d'un minimum, on n'a même pas vu ce minimum offert. Mais je ne peux pas reprocher aux institutions la non-conformité ou le non-engagement ou de ne pas avoir honoré à leurs promesses parce que je n'ai pas de mécanisme pour les engager.
Mais si l'on a un budget climatique, ce serait un mécanisme très simple pour répondre à ces questions compliquées concernant le financement. Dr. Kariuki, comment est-ce qu'on peut répondre à ces questions à travers les banques multilatérales pour pouvoir encaisser cet argent? Merci, Omar. Je pense que j'ai dit auparavant que le financement climatique est très difficile en Afrique et on a essayé d'adopter plusieurs perspectives. Par exemple, et lorsque je parle d'une initiative que la banque est en train de faire actuellement, pour essayer de ramasser l'argent, un fonds pour créer un fonds pour financer l'initiative climatique et les informations climatiques en Afrique. The African Development Bank is an accredited entity. Il faut dire que la banque est une entité agréée en Afrique. Et étant donné l'architecture du financement en Afrique, il y a une difficulté à accéder au financement climatique en Afrique. Et je peux dire la procédure d'accès à ce financement climatique est très compliquée. Donc, à travers cette action climatique, nous essayons d'avoir un renforcement de capacité axé sur le changement climatique pour autonomiser et habiliter l'environnement où on peut gérer cette question de financement climatique. Par exemple, il faut savoir s'il s'agit d'une question qui relève du ministère des Finances ou bien du ministère de l'Environnement dans les pays. Mais en ce qui concerne les 100 milliards de dollars, je pense que je soutiens ce que Dr. Mahmoud a dit. Il s'agit de priorisation. Nous savons que même avant la COVID-19, le changement climatique avait un grand effet et un grand impact sur notre continent africain. Surtout que les impacts du changement climatique vont demeurer parmi nous pendant longtemps. Je pense qu'il s'agit de renforcer les voies et que le changement climatique soit priorisé sur l'agenda mondial. Merci, Ibrahima. En matière de financement, toujours. Tout d'abord, je pense que le message est toujours clair et fort et qui a été transmis par nos orateurs. Il faut s'occuper de l'adaptation et de la résilience. Et Dr. Mahmoud a défini très clairement l'approche à adopter à cet effet. Je pense que à la COP 26, et j'espère que ça va être également
précisé lors de la COP 27 que l'Afrique cherche à protéger les populations vulnérables des inondations et des cyclones. Il faut donc savoir comment canaliser les ressources nécessaires pour ce faire. Tout d'abord, Dr Mahmoud a parlé de l'importance de l'accès à la technologie pour pouvoir renforcer les capacités africaines en matière de système de prévision et d'alerte précoce. Si l'on examine la situation en Afrique du Sud lors des inondations, on peut penser à ce que une grande somme des budgets alloués à cet effet peuvent être acheminés vers l'action climatique et le renforcement des capacités des pays plus vulnérables. Deuxièmement, la mobilisation de ressources supplémentaires pour aider les gouvernements qui sont affectés par les problèmes climatiques. Le défi étant l'abordabilité, l'accessibilité et la disponibilité des ressources financières et des moyens. Et donc, depuis la création de l'ARC jusqu'à nos jours, nous avons pu aider des millions de personnes en Afrique et si nous avons les moyens nécessaires, nous allons protéger et sauver des milliards d'autres personnes en Afrique et aider le gouvernement. Dans certains pays, il y a des fonds de solidarité et des fonds d'urgence qui peuvent renforcer les capacités des Africains et aider les peuples africains. Et comme Dr Mahmoud a dit, il s'agit d'un problème holistique qui nécessite une approche holistique. Il y a beaucoup à faire et on peut assurer le passage d'expertise d'une région à l'autre. À vous, Omar. Pourquoi les pays africains ne contribuent pas à ARC? Tous les pays africains sont éligibles à participer à ARC et aujourd'hui, nous avons accès et nous avons 35 pays africains membres de la mutuelle panafricaine de gestion des risques, mais nous œuvrons à regrouper et attirer tous les pays africains. Tout ce que nous avons remarqué récemment, et j'ai une question très longue, mais je vais la résumer. Les technologies qui y ont poussé et les économies à des étapes, aux étapes actuelles. Et quelles sont les fournitures financières africaines disponibles pour y faire face? Bien sûr, on cherche à avoir des avantages à long terme, mais il y a également des coûts à court terme qu'il faut assumer. Merci, Omar. Je pense que le point de départ serait l'accord de Paris qui a créé deux guichets pour arriver aux émissions nettes zéro d'ici 2050. Mais pour les pays les moins polluants,
à savoir la plupart des pays africains, il y a toujours une opportunité pour profiter des ressources dont on dispose de manière optimale et s'assurer que nous sommes capables de développer nos économies à la lumière des aspirations du continent. Il s'agit donc, en fin de compte, ici des carburants fossiles et de comment optimiser ces ressources. Je pense que ce que je peux dire, c'est que tout d'abord, la Banque africaine de développement a fait cet appel et cet appel est soutenu par beaucoup d'efforts concertés, surtout en Afrique du Sud, et contribue à presque 40% des émissions, ce qui rend très logique l'effort pour produire de l'énergie renouvelable. Il faut donc remplacer toutes les centrales électriques par des centrales d'énergie renouvelable, tout en assurant la sécurité de fourniture. Et il faut certainement réfléchir de notre capacité en matière d'énergie solaire et éolienne. À la Banque africaine de développement, nous savons que le gaz a un rôle à remplir comme une source d'énergie de transition. Si l'on regarde les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, ils ont pu réduire leurs émissions à travers le temps en transformant leurs centrales électriques en usines de gaz. Donc, ce que je prévois, c'est une opportunité pour passer au gaz. Mais il faut être toujours conscient et au courant des technologies vertes comme l'azote vert. Mais il s'agit donc de centrales ou d'usines qui sont capables d'être transformées en gaz ou en azote vert. Et de la manière nous pouvons tirer profit d'une grande étendue de sources d'énergie renouvelable. Mais il faut également dire que il faut tenir en compte le potentiel de croissance pour pouvoir tirer profit de nos ressources. Donc, il s'agit d'optimiser nos ressources et renforcer nos réseaux pour pouvoir partager les ressources en énergie renouvelable dans le continent. Merci, Omar. Une dernière question. Et ensuite, je passe à Dr. Mohidine.
Donc, la question, comment on peut avoir accès aux projets d'investissement pour pouvoir y investir et les soutenir? Lorsqu'il s'agit des projets, les projets dont nous nous occupons concernent une réponse, une réaction à un besoin d'investissement. Nous essayons donc d'apporter la plus grande partie de ces projets à la connaissance de nos clients. Et donc, les pays proposent les projets. Nous commençons à l'analyse des projets et nous sommes très transparents dans cette procédure. Et si vous consultez notre site web, vous allez prendre connaissance de toutes nouvelles initiatives auxquelles nous nous intéressons. Dr Mahiddine, lorsqu'il s'agit de la COP27 et des négociations de la perspective africaine, et nous avons le groupe de négociateurs africains et la Banque africaine de développement qui va accueillir le pavillon africain et l'Égypte qui va certainement s'assurer que les différents intérêts seront partagés et pris en compte, qui vont va s'assurer que la voix africaine sera entendue. Moi, je parle à ma qualité de champion. Les négociateurs ont leur propre voix. Ce sont les parties principales des négociations et notre mandat en qualité de champion de fournir un rôle de catalyseur pour soutenir ce que les négociateurs conviennent en fin de compte. Aujourd'hui, nous avons une voix africaine bien formulée à travers les négociateurs et nous faisons un travail excellent en concertation avec l'Union africaine. Nous avons un groupe de pays qui ne souligne pas l'importance de négociations. D'ailleurs, les contributions déterminées à l'échelle nationale relèvent des efforts des négociateurs. Les négociateurs, d'ailleurs, nous rassurent parce qu'ils partagent et échangent leurs expériences. Mais il faut tenir en compte ce qui a été convenu et ce qui est mis en œuvre. Ce qui nous laisse beaucoup à souhaiter à l'échelle des 4 volets. En matière d'adaptation, peut-être on a de meilleurs résultats que les pertes et les dégâts, mais en ce qui concerne le financement, il y a toujours des difficultés. Je pense que nous avons apporté non seulement une évaluation de ce qui ne marche pas, mais également comment le régler. Il s'agit de la responsabilité et la détermination pour atteindre notre objectif. Ibrahima, je pense que je vais vous passer la relève pour poser peut-être la dernière question à vos invités. Merci Omar. Je remercie également l'audience de leurs questions excellentes.
Messieurs, nous avons parlé de 4 questions différentes. L'état des changements climatiques dans le continent COP26 et COP27 et au-delà de la COP27. Si en quelques secondes, vous pouvez nous dire quels sont les messages clés à emporter de cette conversation. Je commence par vous, Dr. Mahmoud. En quelques secondes, je peux dire que la COP27 adopte une approche holistique en se focalisant sur la mise en œuvre avec l'appui de l'assistance du financement à travers toutes les sources publiques, privées et autres, et la mise en œuvre. Et nous comptons dans le cadre de cette approche holistique sur ce qu'on peut faire dans dans le cadre des limites et des pays, des nations et la focalisation des solutions. Merci à vous, Dr. Kaiuki. Quels sont les messages à emporter? Votre micro est désactivé. Je vais peut-être répéter ce que Dr. Mahmoud vient de dire, mais ajouter qu'il est important que l'Afrique projette une voie unifiée où il y aura un accord commun en matière de changement climatique. Et à mon avis, je pense qu'il serait important, comme j'ai dit auparavant, si l'on a cette voix unifiée, cette voix doit faire le plaidoyer des pays pour traduire leurs engagements. Et je parle ici des 100 milliards de dollars pour atteindre nos objectifs d'ici 2025. Et mettre en œuvre le mécanisme de financement de Dublin qui a été créé en 2019. Et il faut trouver le moyen d'engager le secteur privé. On a parlé des banques multilatérales, mais je pense qu'il est important d'exploiter le secteur privé et de mobiliser et de faciliter l'accès au financement climatique. Voilà des messages excellents. Et voilà, on a parlé de résilience, d'adaptation et de résilience. Et on peut maintenant parler de la mise en œuvre pour passer des propos à l'action. Et troisièmement, il faut s'assurer qu'on a des options élargies de financement pour répondre aux besoins des pays africains. On a parlé également d'une concertation africaine pour bouger à travers le continent africain et avoir une voie unifiée pour respecter nos demandes et nos besoins. Et enfin, on a besoin également de promouvoir et d'encourager les investissements du secteur privé en matière de changement climatique en Afrique. Voilà des idées excellentes et je suis sûre que ces idées vont nous formuler notre responsabilité et sens de responsabilisation. Voilà, comme on dit, la conversation concernant la voie africaine vers la COP27 ne doit certainement pas s'arrêter là. Dr. Mahmoud
va accueillir l'événement de plateforme lors de cette conférence pour prendre la relève à travers cette plateforme. J'aimerais remercier les publications et son équipe qui ont rendu cette réunion possible. Et à Dr. Mahmoud et à Dr. Karioki, nous sommes très heureux de votre participation. Et Dr. Abla a bien précisé l'importance d'avoir Dr. Mahmoud et Dr. Karioki dans cet appel. Je ne dois pas oublier de remercier l'Union africaine et l'intervention de Madame Sacco ainsi que l'Institut des études économiques que Dr. Abla dirige. Merci beaucoup et à la prochaine. Nous nous attendons à la prochaine série de conférences. Donc, à vous, Omar. Voilà, on va arriver à la fin de cette réunion. Merci. Et à Sharm el-Sheikh, je m'attends à vous voir tous à Sharm el-Sheikh. Au revoir.